Salut, j'espère que ça va bien les amis. Ça va, c'est motivé. Alors sans surprise aujourd'hui, je vais m'attaquer au film Le Loup de Wall Street. Mais avant tout ça, je tenais à vous prévenir d'une chose. Il n'y aura pas de biopic la semaine prochaine, ni la semaine d'après. Je vais vous expliquer pourquoi dans une prochaine vidéo qui sortira vendredi, mais ne vous inquiétez pas, le format ne va jamais s'arrêter. Aujourd'hui, nous allons parler d'un arnaqueur, d'un très grand arnaqueur. Et ce mec ne s'arrêtera jamais. Laissez-moi vous présenter Jordan Belfort, qui a inspiré le film Le Loup de Wall Street. Bon alors, mon petit sponsor. Évidemment, comme nous sommes dans le milieu de la vente, je vous présente Rinted. Rinted, en fait, c'est une application où tu peux photographier n'importe quoi, ça, ou ça, et tu peux le mettre en ligne et le vendre. Et les personnes achètent à n'importe quel prix. Le film, bien évidemment, si vous ne l'avez pas vu. Ce film va nous parler d'un homme devenu riche grâce à ses arnaques. Un homme qui est à la fois un génie, un drogué et également un loup. Jordan Belfort. Ce film est clairement un chef-d'œuvre réalisé par Martin Scorsese. Oui, je dis Martin Scorsese, je dis pas Martin Scorsese. Désolé. Si vous ne savez pas qui c'est lui qui a réalisé le film Shutter Island ainsi que le film Taxi Driver. Il va également sortir un nouveau film prochainement, Killers of the Flower Moons. Voici un extrait. Je rigole bien sûr, je n'en ai pas les capacités. Alors dans ce film, déjà une grosse tête d'affiche, Leonardo DiCaprio, qu'on connaît pour avoir interprété le rôle de Jack dans le film Titanic, et également pour avoir joué dans le film The Revenant. Il est connu pour plein d'autres grands rôles, un acteur au top. Il y a également Jonah Hill, qu'on connaît pour avoir joué dans le film 21 Jump Street et 22 Jump Street. Et pour finir, la merveilleuse Margot Robbie, pour avoir interprété Harley Quinn, évidemment. Ou encore, qui va jouer dans le prochain film Barbie. Ah, c'est pas une blague, hein, va vraiment jouer dans Barbie. Alors, autour de ce film, déjà, c'est une guerre de coq. Entre deux grands acteurs, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Ils voulaient tous les deux s'approprier les droits du livre Le Loup de Wall Street. Car oui, Le Loup de Wall Street, c'est un livre, à la base, écrit par Jordan Belfort. Et comme Jordan Belfort, il appréciait énormément DiCaprio et il savait que Martin Scorsese était à la direction, il s'est dit ok, je te choisis toi. Je veux dans mon équipe, please. Même si Le Loup de Wall Street a fait environ 392 millions au box-office mondial. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a plein d'informations dans ce film, je vais les aborder, ne vous en faites pas. Autre chose, vu que 90% du film, on voit les acteurs en train de se droguer, la réalisation a décidé qu'on allait utiliser de la vraie drogue. C'est faux, c'est faux. Voyons, les acteurs ne se droguent pas. Tout de même. Les acteurs sniffaient donc de la vitamine B. Pour faire genre, c'est de la coke. Et aussi Jonah Hill. Lui, il voulait absolument intégrer le casting. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé que son salaire soit environ de 60 000 $. Le strict minimum. DiCaprio, lui, a touché 1 million de dollars. Il y a un petit écart, il y a vraiment un petit écart. Et vous allez voir qu'il va s'en prendre plein la figure dans ce film. Il faut savoir que dans ce film, toutes les infos sont presque vraies. Alors croyez-moi, quand j'ai vu ça, j'ai été excité comme un fou. Ouais, t'as raison mec, c'est un peu la manière de Fritz Lang, avec une petite touche de Jean Gabin et de Hitchcock. C'est pour ça que ce film est autant rentable. Je pense... Vraiment, si vous avez le temps, courez voir ce film, qui dure 3 heures. 3 heures. Ça donne envie. Et c'est pas un Avatar, hein. C'est Le Loup de Wall Street. Différence. Nous allons maintenant entrer dans la vie de Jordan Belfort, l'arnaqueur, le drogué. Oui, aussi le financier. Aussi. Un peu. Je vous présente le vrai loup de Wall Street. Pour commencer ce film, il faut que je pose les bases. Qu'est-ce qu'un trader et un courtier ? Un trader, c'est une personne qui achète et vend ses actions, ou même encore des matières premières, dans le but de réaliser un profit. Un courtier, quant à lui, c'est une personne qui facilite les transactions entre les traders et les marchés financiers.
comme vous avez pu le deviner, dans ce film, nous allons nous intéresser particulièrement à la deuxième catégorie, les coursiers. La différence entre le trader et le coursier, c'est que le trader effectue des transactions pour son propre compte, tandis que le courtier effectue des transactions pour le compte de ses clients. Voilà. Du coup, laissez-moi vous présenter Jordan Belfort. Il est né le 9 juillet 1962 dans le Bronx, à New York, et actuellement, il est toujours en vie. Il a 60 ans, et c'est une anecdote tout à fait vraie. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Ses parents, Léa et Max Belford, ont travaillé comme comptables, mais ils ont décidé de changer de métier. Sa mère est donc devenue avocate, tandis que son père s'est dirigé vers le monde de la finance. Voilà, l'histoire est finie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Qu'est-ce que je suis con. Le jeune Jordan, lui, il avait un rêve très simple, mais pas très original. Il voulait devenir riche. Tout simplement. Un peu comme tout le monde d'ailleurs. Surtout en ce moment. Il enchaîne les petits boulots pour financer ses études à l'université. L'université, on connaît tous. Hein. On pense que c'est High School Musical, sauf qu'en fait, on se rend compte. Ouais, c'est vous de la merde, ouais. Donc moi, c'est terminé. Il se prend une grosse claque et il s'ennuie. Tout au long de sa scolarité, il va presque même pas mettre les pieds à l'université. Pour faire plaisir à sa mère, il va faire une école de dentiste. Mais il abandonne dès le premier jour, en se rendant compte que le salaire, c'est pas vraiment ce qui lui convient. Lui, le jeune Jordan, lui, veut toucher environ 100 000 $ par mois. C'est pas mal. Il va donc arrêter toutes ses études et il va se lancer dans le commerce. Il va vendre des steaks surgelés. Attention, c'est pas une blague, hein, c'est vrai. Et ça marche. Et l'été 1978, il va faire très chaud à New York. Lui, comme c'est un bon vendeur, il va saisir l'opportunité. Il va donc acheter une glacière et il va acheter des glaces. Pendant une canicule, il va vendre ses glaces. Ça lui permettra de rencontrer de nouvelles personnes. De nouveaux vendeurs, bien sûr. Voilà, c'est l'été. Les jeunes sont de sortie. Bref, la belle vie. Il va donc se diriger vers la ville bien connue pour son commerce. Je vous présente Wall Street. Si tu veux te faire de l'argent, avoir des belles voitures, sniffer de la coke tout le temps, tu es au bon endroit. Comment aller à Wall Street? Tu ne seras jamais riche. Youtubeur minable. MDR. Il va donc entrer à LF Rothschild. Le but dans cette société, c'est de faire énormément d'argent. Il va y entrer en 87. Il va apprendre que dans ce monde, il faut respecter une seule règle. Se faire énormément d'argent. Énormément d'argent. Et pour y réussir, il y a deux manières. La première, c'est la drogue. Et on se sort les doigts du cul. Évidemment, c'est toujours utile quand on a trop de travail. Évidemment. J'ai toujours un sachet sur moi. Toujours. Et la deuxième... Tu te branles souvent? Si je me branle? Ouais. Oui, je me branle, oui. Ouais, c'est quand même très classe. Hein. Oui, vous allez voir dans cette vidéo, on va parler énormément d'argent, de drogue et de sexe. Surtout de drogue. Bon, revenons à Rothschild. Son nouveau patron, Mark Hanna, lui énonce tout ce qu'il doit savoir. Et là, nous allons entrer dans une petite anecdote de film. Regardez ce move. Vous le connaissez, on le connaît tous. J'espère. À chaque fois que Matthew McConaughey entre sur une scène, il fait toujours ce petit rituel. Et quand Leonardo DiCaprio l'a vu, il s'est dit, ok mec, tu gardes ça et je veux que tu le mettes dans le film. Et résultat, ça a donné ça. La classe du cinéma. Cette scène est devenue iconique. Bon, revenons à Jordan. Il obtient sa licence de courtier. Il a tout ce qu'il désire, jusqu'en 1987. Et là, c'est la merde. Il va se passer un événement que tous les traders voulaient éviter, un crash boursier. Pour ceux qui sont encore dans le flou, les investisseurs achètent des actions dans l'espoir que leur valeur augmentera à l'avenir, leur permettant de réaliser un bénéfice lorsqu'ils vendent ces actions. Les ventes d'actions sont effectuées sur une bourse où les investisseurs et les traders peuvent acheter et vendre des actions. Et ce qu'il s'est passé ce jour-là, les ordinateurs ont commencé à jouer un rôle de plus en plus important dans le trading d'actions. Et de nombreux investisseurs ont utilisé des programmes informatiques pour vendre des actions rapidement. Du coup, ça a pour cause de créer un spirale de vente entraînant une baisse rapide des prix des actions, vu que tout le monde vendait ses actions. Je vous ai perdu et je m'en excuse. Du coup, Jordan va finir à la rue, sans emploi. Il faut également savoir à cette époque qu'il était marié à Denise Lombardo. Du coup, il va toujours essayer de mettre sa femme dans le besoin.
il va essayer de chercher un travail. Il va se rendre du coup à Long Island pour essayer de se trouver un petit job sympa de courtier. Et il va tomber sur une entreprise un peu minable. Ils ne se considèrent pas comme des courtiers. Cependant, ils effectuent ce qu'on appelle le Orcott. Le marché Orcott, c'est un marché où les actions des petites entreprises sont négociées. Ces entreprises ne sont pas cotées sur une bourse régulière et leurs actions sont généralement considérées comme plus risquées que celles des grandes entreprises cotées en bourse. Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions Orcott par l'intermédiaire de courtiers spécialisés dans le marché. En résumé, le marché réglementé, c'est un marché plus sûr et plus prudent, alors que le marché Orcott, c'est plutôt un marché assez dangereux, surtout si on ne connaît pas les personnes. Du coup, lui, il se dit, ouais, le marché Orcott, tu gagnes pas des masses d'argent, ça sert un peu à rien. Ah oui, et au fait, le marché Orcott, il prend environ 50% de commission. 50%. C'est-à-dire, s'il vend des actions à $30, sa commission sera de 15. Et pareil, s'il vend des actions à $100 000, sa commission sera de $50 000. C'est pas mal. Et il se dira, bon allez, je vais me laisser tenter mais gâter. Et en quelques mois, avec le marché Orcott, et surtout son apprentissage à Wall Street, le premier mois, il se fait environ $100 000 en un mois. Et comme il dirait dans le film, Je vendais de la merde à des merdeux en m'en mettant plein les poches. on continue. Il va faire également la rencontre d'un autre homme, Danny Porish. Et ensemble, ils vont fonder la première équipe de Stratton Oakmont. Sa petite entreprise, elle marche bien. Cependant, ils sont nuls en vente. Ils se sont basés dans le Orcott, parce que ça rapporte plus, bien sûr. Et du coup, pour essayer de gravir les échelons, il a appris à ses employés comment bien vendre, des astuces pour vraiment devenir riche et réussir à pigeonner les gens. Et nous y voilà. Voici comment Jordan Belfort a réussi à se faire autant de thunes avec son entreprise Stratton Oakmont. Il a souvent utilisé des tactiques de vente agressives et trompeuses pour convaincre les clients d'investir dans ses titres. Il pouvait vendre n'importe quoi. Il pouvait vendre des petites cabanes en prétendant que c'est une entreprise qui va se développer et qui va devenir très grande. Et à force de dire ça, cette petite cabane va vraiment devenir une entreprise. C'est ridicule, mais il vendait de la merde. Vraiment. Et ces personnes qu'ils arnaquaient, car oui, pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est une arnaque, ils étaient pas tellement riches. Ils gagnaient de l'argent, mais pas autant qu'ils le voulaient. Alors ils se sont dit, on va essayer de pigeonner les grosses boîtes. Ils vont essayer de plumer les personnes riches en vendant des sociétés bidons. Et au fur et à mesure, avec beaucoup de drogue et de sexe, On se branle beaucoup. Mais après, c'est pour se réveiller les uns les autres si on se branle, c'est pas... ils vont se hisser à la tête de la première société de courtage de New York. Et ils vont se faire plaisir les coquins. Et en 1990, son style ainsi que sa manière d'agir va lui valoir le surnom du loup de Wall Street. Ils vont faire plein de conneries, vraiment. Comme conduire un hélicoptère en étant drogué, par exemple. Ah oui, entre-temps, il va quitter sa femme. Il va tromper sa femme avec une jeune femme de 25 ans, Nadine Caridi. Et pas Naomi Lapaglia, comme l'avait énoncé le film. Bref, c'est l'idylle amoureux. Non, je déconne, pas du tout. En fait, elle est complètement attirée par son argent. Et lui, il est complètement attiré par son corps. Ensemble, ils sont du bien. Ils sont heureux. Ils ont même un enfant, pour vous dire. Et à côté de ça, Jordan, lui, se fait plaisir ailleurs. Il va même lui acheter un yacht. Le yacht de Coco Chanel. Mais on va en reparler plus tard de ce yacht, ne vous inquiétez pas. Et en plus, à cet instant, il va essayer de mettre en bourse une société bancale de chaussures. Un peu nulle, à mon humble avis. La société de Steve Madden. Il est réussi et c'est ça le plus extraordinaire. Il va gagner pas loin de 200 millions de dollars en 3 heures. 200 millions de dollars. Je répète, 200 millions de dollars. Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Je crois que j'ai quitté mon job pour devenir coursier. Les femmes sont à ses pieds. Les hommes aussi, d'ailleurs. Il gagne autant d'argent qu'il en dépense. En drogue, en femmes, en voiture, en tout ce que vous voulez. Il était le patron de tout. Oui, il faut clairement dire ce qu'il est. Il adorait ça. Il adorait avoir le pouvoir. Il adorait pouvoir se droguer quand il voulait, faire du sexe quand il voulait. Enfin, c'était un fou ce mec. Et c'est pour ça que c'est incroyable le rêve américain. De se dire en fait qu'on peut devenir riche en quelques années. Mais, car oui, avec moi, vous le savez toujours, il y a un mais, il enchaîne les bourdes et il attira le regard des autorités. Et particulièrement le FBI.
Et là, pour se faire attirer par le FBI, faut avoir fait une grosse connerie. Faut vous dire que le FBI est toujours en train de se dire, faut le surveiller ce mec-là, faut le surveiller. Le mec vient de faire monter en bourse un inconnu en quelques heures. Et Jordan, lui, savait que le FBI le suivait. Alors ce qu'il va faire, c'est complètement dément. Il va les inviter sur son yacht et va leur proposer un peu d'argent. La corruption, mesdames et messieurs, envers le FBI. C'est clairement un fou là, à cette époque-là, c'est clairement un fou. En définitive, ça se passe mal. Le FBI sait que c'est un vrai connard, et lui va clairement leur répondre. Bon retour en métro dans vos apparts de merde avec vos boudins de femmes. Pendant ce temps, Heidi va lécher un peu de caviar sur mes... Là, Jordan, il sait qu'il est en danger. Il a déjà réussi à échapper aux contrôleurs fiscaux. Mais il se dit que le FBI va quand même réussir à le choper. Alors, ce qu'il va faire, j'ai entendu dire qu'il y a un endroit où tu pourras mettre ton argent. Au cas où, si ça se passe mal. Le paradis fiscal. Je vous présente la Suisse. Il va également essayer de mettre son argent, sa famille à l'abri. Bref, il va clairement faire du blanchissage d'argent. Hein, vraiment. Il ne va même pas ouvrir un compte à son nom, car si les fédéraux l'apprennent, lui, il est mort, il est clairement mort, alors il va prendre le nom de la tante de sa femme. Mais comment faire passer tout l'argent en Suisse? Parce qu'on le connaît, Jordan Belfort. On sait qui c'est, surtout que le FBI le suivait. Parce que oui, mesdames et messieurs, le blanchissement d'argent, c'est illégal en fait. Il va demander aux femmes de ses potes qui ont un passeport européen d'y aller avec des mallettes remplies d'argent. Bref, environ 4 allers-retours avec 100 000 $ à l'intérieur. Ces trajets vont causer beaucoup de divergences entre les membres de son équipe, notamment entre Danny Poruch et Brad. Et Brad va clairement péter les dents à Danny. Pause. Non, je sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça, mais tout ce que je sais, c'est que dans la scène, Jonah Hill s'est vraiment pris un coup de poing dans la figure. Résultat, il a été à l'hosto. Comme je vous l'ai dit, il s'en est pris plein la figure. Revenons du coup en Suisse. Il va réussir à signer un contrat avec le patron de la banque. Tout ira bien. Et il rentrera. En sachant que son argent est en sécurité. Sinon, je serais jamais revenu. Mais là, c'est la merde. Le FBI commence à suivre beaucoup trop de personnes de sa boîte. Il doit faire un choix. Soit être avec sa femme et sa fille avec tout l'argent qu'il a mis de côté, ou soit garder son argent avec sa femme et sa fille qu'il met de côté. Et évidemment, il va faire le bon choix. Il va rester avec sa femme et sa fille. Non, c'est faux. Il va garder l'argent. Il va rester patron de sa boîte. Et il va gagner encore plus d'argent. Et c'est là que ça va devenir chaud. La tante de la femme de Jordan vient de mourir, laissant l'argent de Jordan libre et sans héritage. Bref, en gros, il perdrait l'argent qu'il a mis dans la banque. Il était sur son yacht à ce moment-là, et il s'est dit il faut absolument aller en Suisse pour essayer de régler ce problème de banque. Du coup, il a demandé à son commandant de l'y emmener. Malheureusement, ce jour-là, il y avait une énorme tempête à l'horizon. Mais Jordan s'est dit bon allez, on va quand même y aller. Vous avez bien compris, Jordan était complètement drogué quand il a dit ça. Il n'était même plus sûr de lui. Et du coup, il a demandé au commandant d'y aller quand même. Résultat, une tempête a éclaté et le bateau a fini par couler. Bon, ils sont en vie, heureusement. Mais bon, Jordan a quand même perdu pas loin de 200 millions de $ à cause de son bateau. Du coup, au fur et à mesure, le FBI savait que Jordan avait fait du blanchiment d'argent. Il l'arrêta. Jordan a été arrêté en 1998 pour fraude et blanchissement d'argent. Sauf que Jordan n'est pas le seul à avoir fait de la merde. Et il fallait arrêter tout le monde. Il a dû dénoncer ses amis pour écoper d'une remise de peine. Il a accepté de coopérer avec le FBI dans le cadre d'une enquête sur la corruption à Wall Street. Et il a plaidé coupable en 1999. Ensuite, je ne vous fais pas un dessin, Stratton Hackmont s'est clairement fait balayer par le FBI. Jordan, pour avoir aidé le FBI, a obtenu une peine réduite de 22 mois de prison. Et c'est en prison qu'il décide d'écrire le livre Le Loup de Wall Street, qui résume sa carrière. Et actuellement, il est conférencier et motivateur. Et petite anecdote autour du film, il a également joué dans le film. C'est lui. Du coup, après on sait ce qui se passe, il va vendre les droits de son livre à DiCaprio, mais les fédéraux lui ont quand même demandé de faire un petit geste aux personnes qu'il a arnaquées. En soi, c'est assez logique et c'est assez juste. Malheureusement, il devait donner 50% des ventes qu'il gagnait. Et ce petit saligo n'en a versé que 10%. Et donc, encore aujourd'hui, il doit environ 90 millions de $. Alors que ce mec continuait quand même à s'en mettre. Un génie de haut niveau. Et en plus, ce qui est assez fou, c'est que c'est un arnaqueur de bout en bout. Car ce mec, après la sortie du film, il a déclaré qu'il voulait avoir 300 millions de $ pour dédommagement. Car le film reflète une mauvaise image de lui. C'est un fou, mais c'est quand même une belle merde.
En tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker. La semaine prochaine, du coup, il n'y aura pas de vidéo ni la semaine d'après. Je vais vous expliquer pourquoi, ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi je vous dis, that's not life. Et abonnez-vous. Non merci, je choisis de vivre.